le conflit syrien. Oui, je sais, pas vraiment un sujet léger pour se marrer, mais promis, on va essayer de décortiquer ça simplement. Imaginez un gigantesque risque au Moyen-Orient, avec des alliances plus changeantes que la météo parisienne et des enjeux géopolitiques qui donnent la migraine, dictateurs accrochés au pouvoir, rebelles qui se chamaillent, puissances étrangères qui jouent les apprentis sorciers. Bref, la totale. Mais détendez-vous, Géo Rigolo est là pour vous éclairer. Accrochez-vous, c'est parti pour un voyage au cœur du chaos syrien. On commence fort avec Bachar al-Assad, le président syrien qui aime son fauteuil autant qu'un chat aime la sieste. Imaginez un chat, bien installé, ronronnant de satisfaction. C'est un peu l'image de Bachar dans son palais, sauf que pour rester bien installé, il a dû gérer une guerre civile depuis plus de 10 ans, une décennie de conflits, de destruction et de souffrance pour le peuple syrien. Imaginez un peu l'ambiance au palais, un mélange de luxe et de tension constante, où chaque décision peut avoir des conséquences dramatiques. Dans mon équipe, on a Vladimir Poutine, le roi des peluches et des opérations militaires, un allié puissant et redouté. Poutine, avec son charisme et sa poigne de fer, apporte un soutien militaire crucial. Et l'Iran, qui me soutient comme un supporter du PSG un soir de match. L'Iran, avec son enthousiasme et son soutien indéfectible, joue un rôle clé dans cette alliance. Sauf qu'ici, c'est un peu plus explosif. Les tensions sont palpables et chaque jour apporte son lot de défis et de dangers. Ensemble, on forme un trio de choc pour calmer les rebelles et remettre de l'ordre. Une alliance stratégique où chaque membre joue un rôle crucial pour maintenir le pouvoir en place. Enfin, un ordre relatif, où le chaos est souvent la norme, plutôt le statu quo qui arrange Bachar et sa clique, un statu quo fragile où chaque jour est une lutte pour maintenir le contrôle. Mais attention, la loyauté dans ce jeu de pouvoir, c'est aussi solide qu'un millefeuille sous la pluie. Une loyauté qui peut s'effriter à tout moment, laissant place à l'incertitude. On n'est jamais à l'abri d'une trahison ou d'un coup bas. Au figuré, bien sûr. Dans ce monde de pouvoir et de manipulation, la méfiance est de mise et chaque allié peut devenir un ennemi potentiel. Face à Bachar et ses potes, on a les rebelles syriens. Sauf que les rebelles, c'est comme une boîte de chocolat, surprise à chaque bouchée. Il y a ceux qui veulent la démocratie, ceux qui veulent un État islamique, moins sympa pour les apéros, et ceux qui veulent juste tout faire péter. Parmi les plus importants, Hayat Tahrir al-Sham, qui contrôle la province d'Idlib comme un cerbère, et l'armée nationale syrienne, soutenue par la Turquie, qui essaie de maintenir un semblant d'ordre dans le nord. Le problème, ces rebelles passent plus de temps à se battre entre eux qu'à attaquer l'armée syrienne. C'est comme dans un jeu vidéo où les joueurs s'entretuent au lieu d'attaquer le boss final. Pas très efficace. Au milieu de tout ça, il y a les Kurdes, un peuple sans pays qui rêve d'indépendance depuis toujours. Imaginez, vous vivez quelque part depuis des siècles, mais vous n'avez pas votre propre pays. Frustrant, non? Les Kurdes syriens en ont eu marre d'attendre. Ils ont profité du désordre pour créer leur propre administration autonome dans le nord-est. Et pour se défendre, ils ont créé une armée solide, les Forces démocratiques syriennes, FDS. Leur courage a même impressionné les États-Unis, qui leur ont donné un coup de pouce et des armes pour combattre Daesh. Sauf que l'indépendance des Kurdes, ça ne plaît pas du tout à la Turquie, qui voit ça d'un très mauvais œil. Chapitre 4. La Turquie, le voisin un peu trop impliqué. Ah, la Turquie, le pays du baklava, des chats errants et des bazars colorés. Un pays où l'Orient rencontre l'Occident, où les traditions anciennes se mêlent à la modernité. Mais ce n'est pas tout ce qui définit ce pays fascinant. La Turquie est aussi connue pour ses interventions militaires un peu brusques et ses ambitions géopolitiques affirmées. Depuis des décennies,
Elle joue un rôle crucial dans la région, souvent de manière controversée. Recep Tayyip Erdoğan, le président turc, n'est pas du genre à rester les bras croisés quand ça bouge à côté. Charismatique et autoritaire, il a su imposer sa vision et son influence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Officiellement, la Turquie est intervenue en Syrie pour combattre Daesh et aider les rebelles. Une mission noble en apparence, mais les motivations sont souvent plus complexes. Officieusement, elle en a profité pour embêter les Kurdes et montrer qui est le chef dans le coin. Les Kurdes, un peuple sans État, sont souvent pris entre plusieurs feux dans cette région instable. Du coup, la Turquie soutient des rebelles syriens tout en bombardant les Kurdes, qui sont censés être copains avec les États-Unis, une situation qui complique encore plus les alliances et les rivalités dans la région. Vous suivez? C'est normal si c'est compliqué. Les alliances ici, c'est un vrai casse-tête. Entre les intérêts des grandes puissances et les ambitions locales, il est difficile de s'y retrouver. En gros, la Turquie veut absolument empêcher les Kurdes d'avoir leur propre pays, même si ça met le feu aux poudres. Cette opposition farouche aux aspirations kurdes est une constante de la politique turque, une stratégie risquée, mais qui a l'air de marcher pour l'instant. La Turquie continue de jouer un jeu dangereux, jonglant entre ses propres intérêts et les pressions internationales. Seul l'avenir dira si cette approche portera ses fruits ou si elle mènera à de nouvelles tensions. De l'autre côté, on a la Russie et l'Iran, les protecteurs de Bachar al-Assad. La Russie, c'est le grand frère qui débarque avec ses muscles et son arsenal pour faire régner l'ordre. Leur but? Montrer que la Russie est de retour et qu'elle n'a peur de personne, surtout pas des États-Unis. L'Iran, lui, joue la carte religieuse. Pays majoritairement chiite, il soutient le régime alavite de Bachar, une branche du chiisme, pour contrer l'influence des pays sunnites comme l'Arabie saoudite. En bref, la Russie et l'Iran défendent leurs intérêts dans la région, et tant pis si ça veut dire soutenir un dictateur accusé de crimes contre l'humanité. Et les États-Unis? Comme d'habitude, ils sont arrivés en fanfare avec leur grand discours sur la démocratie et la lutte contre le terrorisme. Ils ont promis de libérer le peuple syrien de la tyrannie et de ramener la paix dans la région. Avec leurs drapeaux flottants et leurs soldats bien entraînés, ils ont fait une entrée remarquée. Leur mission? Éliminer Daesh et aider les gentils rebelles à virer le méchant Bachar. Ils ont formé des alliances avec les rebelles syriens, leur fournissant des armes et un soutien logistique. Les objectifs étaient clairs: détruire les forces de Daesh et instaurer un gouvernement démocratique. Sauf que la Syrie, c'est plus compliqué qu'un simple combat entre les gentils et les méchants. Le pays est un véritable labyrinthe de factions et d'intérêts divergents. Chaque groupe a ses propres objectifs et alliances, rendant la situation extrêmement complexe. Les rebelles modérés se sont fait doubler par des groupes djihadistes qui ont profité du chaos pour gagner du terrain. Les combats sont devenus encore plus intenses et confus, avec des alliances changeantes et des trahisons fréquentes. Et les États-Unis se sont retrouvés à soutenir les Kurdes, ennemis de la Turquie, leur allié dans l'OTAN. Cette alliance a créé des tensions avec la Turquie, qui considère les Kurdes comme une menace pour sa sécurité nationale. Résultat, les Américains sont un peu paumés. Ils se retrouvent dans une situation où ils doivent jongler entre leurs alliances et leurs objectifs initiaux. La confusion règne, et les soldats sur le terrain se sentent souvent perdus. Ils voudraient bien rentrer à la maison, mais ils ne veulent pas abandonner les Kurdes. Les soldats sont tiraillés entre leur devoir et leur désir de retrouver leur famille. Ils ont développé des liens forts avec les Kurdes, rendant la décision de partir encore plus difficile. Alors, ils restent un peu, bombardent Daesh de temps en temps et essaient de contenter tout le monde. Ils mènent des opérations ponctuelles pour affaiblir Daesh, tout en tentant de maintenir un équilibre fragile entre les différentes factions. Et une stratégie qui, on va se le dire, n'a pas vraiment fonctionné. Les résultats sont mitigés et la frustration est palpable parmi les soldats et les commandants. La situation reste instable et la paix semble encore loin d'être atteinte. N'oublions pas Daesh, le groupe terroriste
qui a terrorisé le monde avec ses vidéos horribles et ses attentats. Entre 2014 et 2019, Daesh contrôlait un territoire aussi grand que le Royaume-Uni entre l'Irak et la Syrie, semant la terreur et imposant sa vision extrême de l'islam. Mais ça, c'était avant. Grâce à une coalition internationale, Daesh a perdu presque tout son territoire et son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, est mort. Victoire? Pas si vite. Daesh, c'est comme un moustique. On a beau l'écraser, il revient toujours. Affaibli mais pas éliminé, le groupe continue ses attaques en Syrie et en Irak, profitant du désordre pour se réorganiser et recruter. Daesh n'est plus aussi dangereux qu'avant, mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. Restons prudents. En résumé, le conflit syrien, c'est une série Netflix avec trop de personnages et trop de saisons. Tout le monde veut être le héros, mais personne ne veut partager la vedette. Entre les ambitions, les trahisons et les interventions des grandes puissances, difficile de savoir qui va gagner. Ce qui est sûr, c'est que le peuple syrien en paye le prix fort. Merci d'avoir écouté Géorigolo. À bientôt pour décrypter un autre sujet sérieux avec humour. D'ici là, portez-vous bien et évitez les zones de conflit.